Alors, c'est un vaste sujet. Et pour rappel, l'endomètre, c'est la muqueuse qui recouvre Mm. l'utérus. Donc, c'est la muqueuse qui va gonfler pendant les règles parce qu'elle se gonfle de sang et de cellules et qui va ensuite être perdue pendant les règles. Le problème dans l'endométriose, on considère que c'est un souci qui est tridoshique, donc qui implique les 3 doshas dans le corps. Mais en général, il y a quand même beaucoup la présence de kapha, puisque kapha, il est responsable de construire des choses. Donc, dès qu'il y a un excès de tissu qui se construit, c'est du kapha qui est en excès. Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast Éclosion par Hygiène de Vie. Le podcast qui t'invite à te replonger dans ta nature féminine, à mieux comprendre ton corps sacré et à t'y reconnecter. Je suis Alexandra, naturopathe spécialisée en santé féminine. Après de longues années endormie, distante de ma nature profonde et privée de mon cycle, j'ai enfin laissé éclore la fleur en moi. Avec ce podcast, je te donne des outils simples, réalistes et accessibles, des conseils et astuces pour reprendre ta santé en main afin de retrouver vitalité et mieux-être. Vagin, utérus, contraception, mais aussi pathologie du cycle féminin et ragnagna sont mes dadas. Je te donne rendez-vous chaque semaine pour un moment en toute simplicité, frais et 100% naturel. Si ce podcast te plaît, aide-moi à le faire connaître auprès d'autres femmes qui en auraient besoin en me laissant une note 5 étoiles sur Apple Podcast et en le diffusant sur les réseaux sociaux. Arrêtons de nous mettre dans une case, apprenons plutôt comment nous fonctionnons et éveillons-nous à l'écoute de nos besoins pour retrouver notre juste équilibre. Es-tu prête à éclore ? Mets-toi à ton aise, installe-toi confortablement et c'est parti pour ce nouvel épisode. Belle écoute! Bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode dans lequel je serai accompagnée pour la 3e fois d'une conseillère et praticienne en Ayurveda, Manon. Après Lorraine, puis Mathilde, avec lesquelles j'ai abordé l'approche ayurvédique et les doshas de manière plus générale, ici, ça ne sera pas exactement la même chose. D'ailleurs, si tu ne connais pas l'Ayurveda, je t'invite à plutôt aller écouter ces 2 premiers épisodes afin de bien comprendre la conversation du jour, puisque l'on rentre très vite dans le sujet de l'Ayurveda, des sujets assez techniques et sans prendre forcément le temps de réexpliquer ce qu'est l'Ayurveda. Je te mettrai les liens de ces 2 épisodes directement dans la description de l'épisode que tu es en train d'écouter maintenant pour que tu aies les liens directs pour que ce soit plus simple pour toi. Pour garder un maximum de temps consacré au sujet, à savoir le cycle féminin, nous n'avons donc pas trop abordé la base de cette médecine douce et préventive, mais nous sommes entrés dans le cœur du sujet très rapidement. Manon est une jeune femme anciennement étudiante en médecine plus conventionnelle et allopathique et qui a finalement désiré se détacher un peu du parcours traditionnel scientifique pour s'intéresser à une approche plus ancestrale. C'est alors qu'elle s'est lancée dans une formation en Ayurveda pour devenir consultante en Ayurveda. Accompagnement individuel, ouvrages, ateliers ou encore YouTube et Instagram sont d'autant de façons pour elle de vivre de sa passion. Alors qu'un jour je regardais l'une de ses vidéos YouTube, j'ai découvert une notion qui m'a fortement interpellée, qui selon moi fait sens avec les thématiques que j'ai à cœur d'évoquer sur le podcast et dans mes accompagnements, à savoir l'alimentation émotionnelle et compulsive et la santé féminine. Ici, j'ai plutôt fait un lien avec la notion de déséquilibre hormonal. Mais de quoi je parle ? Je parle d'ojas. De quoi ? Eh bien, je ne t'en dirai pas plus car je préfère laisser la parole à Manon. Avant toute chose, c'est l'heure de l'instant dédicace. Je souhaiterais vous lire et vous partager le message de Dessine-moi un chemin au sujet de l'épisode numéro 51 qui se prénomme Alimentation santé vs saine, laissé sur mon compte Instagram. J'ai écouté cet épisode en allant me balader, j'ai beaucoup aimé son contenu. J'ai particulièrement apprécié la référence aux constitutions en naturopathie. Je trouve cet aspect très intéressant. Un épisode plus détaillé à ce sujet me plairait beaucoup. J'attends avec impatience le prochain épisode. C'est un plaisir de t'écouter.
Merci, dessine-moi un chemin, de m'avoir partagé ton gentil message. D'ailleurs, à ce propos, si tu es sujette ou as été sujette au TCA comme l'anorexie, je t'invite à découvrir ce compte qui est très inspirant. Et si toi aussi tu souhaites me soutenir totalement gratuitement et m'encourager, je t'invite à me laisser également une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes pour m'aider à améliorer le référencement du podcast. Ou bien si tu n'es pas utilisatrice d'Apple, pas de problème. Tu peux aussi m'envoyer un message sur mon compte Instagram Alexandra Portail Naturo ou encore même me laisser ton commentaire directement sur la page du podcast sur mon site internet hygiènedevie.fr avec le chiffre 2. Je me ferai une joie de le partager en retour lors d'un prochain épisode. Allez, assez bavardé, je te laisse rejoindre ma conversation avec Manon. Belle écoute! Bonjour Manon, j'espère que, j'espère que tu vas bien. Je suis très contente de t'accueillir sur le podcast. Mais juste avant que tu commences à dire comment tu vas, j'aimerais que tu prennes vraiment ce temps pour me dire vraiment comment vas-tu. C'est une très belle question puisqu'on ne prend pas souvent le temps de la poser pour de vrai. Et je vais très bien. En vrai, j'ai eu quelques petits challenges ces dernières semaines sur différents plans, mais j'ai une forme de résilience et de paix intérieure qui s'installe qui est très, très agréable. Donc, j'en profite. C'est pas simple d'arriver à cette paix intérieure, justement. Est-ce que, à ton avis, on va déjà partir sur un sujet un peu philosophique, est-ce qu'il faut vraiment arriver à toucher le fond pour vraiment toucher du doigt cette paix intérieure? Et ben en fait, j'ai cru qu'il y avait une méthode où je m'étais dit qu'il allait faire peut-être alors que j'ai un protocole ou une sorte de programme pour aller mieux. En fait, ça se fait très naturellement. Il faut juste laisser faire les choses, un peu comme en santé où il faut laisser le corps se soigner tout seul. Parce que là pour moi c'était surtout au niveau émotionnel et mental, donc c'est pareil. Au final, j'ai laissé faire ce qu'il y avait à faire. Et en effet, pour certaines personnes et même pour certains moments de notre vie, on va avoir besoin de toucher le fond du fond du fond pour remonter. Parfois, c'est pas nécessaire et il faut pas le forcer en fait. Et ce que j'ai fait personnellement, c'est que je me suis autorisée tout simplement à tout lâcher si besoin et ensuite d'être heureuse juste après si c'était ce que je ressentais. Parce que je crois qu'on peut avoir du mal à accepter de vivre ces deux choses en même temps. D'être dans une immense gratitude et en même temps dans une immense détresse. Et d'accepter que les deux peuvent vivre en même temps, je trouve que ça apporte beaucoup de paix, justement. Ouais, et dans ce monde où justement on essaye de mettre un maximum de notions autour du bien-être, se sentir bien, la gratitude, lâcher prise, etc., au final, on crée des injonctions qui nous empêchent de nous autoriser à nous sentir mal quand on en a besoin, en fait. Et se sentir mal, ça fait partie aussi des émotions. Enfin, quand je dis sentir mal, c'est sentir de la tristesse, de la détresse, de la colère. Ça fait partie des émotions qu'on doit aussi vivre derrière pour ressentir d'autres émotions, peut-être un peu plus agréables, mais elles sont toutes nécessaires, je pense, à la vie. Elles servent toutes à quelque chose et on s'empêche souvent de se sentir mal, en fait. Je pense que c'est ce qui nous empêche derrière de ressentir cette paix intérieure des fois. Oui, je lis un livre très intéressant sur le fonctionnement des hommes et des femmes séparément, et particulièrement en tant que femme, mais c'est le cas chez les hommes aussi, puisqu'ils ont une part féminine entre eux. On fonctionne en vague. Donc, si on refuse de vivre le bas de la vague, on va aussi refuser de vivre le haut de la vague. Donc, ça fait une vie très monotone et dans laquelle on vit plus trop de haut et de bas. Alors, ça peut être rassurant parce que dans un sens, on n'est plus aussi lunatique ou un peu folle, parce que c'est ce qu'on peut entendre parfois pour certaines femmes qui sont émotionnellement, qui vivent beaucoup de vagues, justement. Mais en fait, quand on se rend compte que si on refuse de vivre le bas de la vague, on ne vivra pas non plus le haut. Donc, on ne pourra pas aimer pleinement, on ne pourra pas être super joyeux, on ne pourra pas être dans la gratitude parce qu'on n'aura pas vécu le bas d'abord. Absolument. C'est comme vivre l'hiver pour vivre l'été, voir la nuit pour voir le jour. Enfin, c'est dans toutes les sphères de la vie et de la nature au final. On est vite parti sur un sujet déjà intéressant.
Mais En tout cas, c'est aussi, je trouve, dommage de les appeler des émotions négatives parce que j'entends souvent ça. Je les appelle plus des émotions désagréables parce que, en effet, ça peut être très désagréable, mais c'est pas négatif du tout. C'est négatif quand ça commence à prendre le dessus sur notre vie et qu'on n'a plus aucun pouvoir dessus. Là, en effet, ça peut être négatif. Mais dans tous les cas, une émotion, c'est une émotion, elle est là. Donc, il n'y aura pas à se battre contre elle, en fait. Je suis absolument d'accord. Je n'aime pas trop ce terme négatif et je parle aussi de confort et inconfortable. Et encore que je suis même pas sûre qu'une émotion devienne néfaste. Je pense que c'est plutôt les effets engendrés par certaines émotions persistantes qui sont, eux, néfastes et pas tant l'émotion en tant que telle au final. L'émotion, elle est là pour nous libérer. Oui. Le principe de l'émotion, c'est de faire sortir quelque chose qui nous fait bouillir ou qui nous fait nous sentir mal à l'intérieur ou nous sentir désagréable, justement. Donc, le but de l'émotion, justement, c'est d'être exprimée. Si elle ne l'est pas, en effet, là, ça crée des problèmes. Et souvent, j'ai remarqué ce qui crée des problèmes, c'est l'idée qu'on se fait de l'émotion. Donc, c'est « Ah, je ressens ça, donc c'est pas bien » ou « Donc, c'est très triste que je me sente triste. » Donc, voilà, c'est l'idée du mental, comment le mental, lui, va analyser l'émotion. Il est incapable de le faire parce qu'il n'a pas les fonctions pour ça, c'est pas son rôle. Mais on va toujours chercher un peu à le faire et c'est souvent ça qui apporte plus de souffrance que l'émotion. En fait, on passe notre temps à juger les choses au final et on juge nos propres émotions. C'est ça. Bon, en tout cas, merci vraiment d'avoir accepté mon invitation. Tu es la troisième, alors je fais un peu de teasing, mais tu es la troisième praticienne en Ayurveda que j'invite sur le podcast. Mais à chaque fois, j'essaye d'aborder des sujets un petit peu différents et justement, c'est aussi pour ça que je t'ai invitée, pour apporter une certaine vision des choses sur un sujet, moi, qui me tient très à cœur, tel que le cycle féminin. Mais avant de commencer, est-ce que tu pourrais nous dire quel objet tu as choisi aujourd'hui et pourquoi ? Alors, je ne savais pas trop comment prendre cette suggestion. Est-ce que tu pourrais décrire un peu quel objet, pourquoi ? Je ne sais pas, un objet qui te tient à cœur, qui te représente selon toi. En fait, c'est une manière de te présenter autre que te demander qui tu es. D'accord, donc il faut que je dise un objet qui me représente. Ça va être très compliqué. Je vais dire tout simplement ce que j'utilise le plus en ce moment. J'utilise un carnet d'écriture, énormément. Je l'ai choisi pour qu'il soit beau, pour qu'il soit agréable à utiliser. Et je m'en sers de plein de manières différentes. Donc, c'est vraiment un objet qui m'accompagne quotidiennement en ce moment. Voilà, si je devais en choisir un. Et du coup, si tu devais rentrer un peu plus dans le détail, pour quelles sont les fonctions de ce carnet, justement, parce qu'on a plein de carnets, il y a les carnets to-do list, les carnets de gratitude, etc. Est-ce que toi, quelles sont les fonctions de ton carnet, justement ? J'aime bien le considérer comme un carnet d'exploration intérieure, si on veut. J'avais au départ un carnet de gratitude, un carnet pour faire du journaling tous les jours, etc. Mais j'aime pas séparer tout ça, en fait, parce que pour moi, ça n'a aucun sens de les séparer. Donc, j'ai un carnet dans lequel j'écris tout ce que j'ai vécu dans la journée, j'écris des choses pour lesquelles j'ai de la gratitude, ça, je le fais presque quotidiennement. Je vais écrire aussi beaucoup de gros mots ou des choses qui sont très difficiles à vivre à l'intérieur et que je ne peux pas exprimer d'une autre manière. Il y a ce genre de choses-là. Je vais faire des exercices de visualisation, d'attraction, ce genre de choses-là. Donc, c'est vraiment un carnet d'exploration intérieure dans lequel je m'autorise à totalement me laisser aller. Ce n'est pas un carnet qui doit être bien écrit, ce n'est pas un carnet qui doit être bien présenté forcément. Là, il y a quelques jours, je me suis amusée à faire un dessin un peu énergétique pour voir comment allaient se passer mes prochains jours. Donc, c'est vraiment un lieu d'exploration pour moi. C'est intéressant parce que justement, je trouve que je retrouve quelquefois ce frein chez certaines personnes de vouloir, encore une fois, pour bien faire les choses, avoir un carnet par grande thématique ou par fonction, de là à se sentir complètement débordé, avoir une pile de carnets, voulant en plus le carnet le plus beau, avec le stylo le plus beau et la plus belle écriture, et finalement à la fin ne plus faire les choses et donc ne plus bénéficier des différents bienfaits apportés par ces techniques de journaling, d'exploration, de visualisation, etc. Et donc, je trouve que c'est intéressant, cette démocratisation-là que tu partages en disant, après, chacun son mode de fonctionnement, mais toi, tu prends un carnet qui, finalement, est multi-tool.
il te sert juste à exprimer des choses, à explorer des choses. Et peut-être un jour, c'est de la gratitude, un autre jour, c'est de la visualisation, un autre jour, c'est peut-être des listes de choses à faire. Enfin, en tout cas, pour toi, tu as trouvé ta manière de fonctionner et ce n'est pas forcément quelque chose qui doit être compliqué et forcément beau, bien qu'après, il y a des personnes qui sont aussi motivées par faire des belles choses, des beaux dessins, et c'est une motivation en tant que telle et il faut la respecter. Mais en tout cas, effectivement, il n'y a pas Oui, une solution, quoi. exactement. La seule démarcation que je fais, c'est en général, j'essaie de ne pas mettre des choses liées au travail dedans. Mhm. Donc, si je fais des listes, en général, c'est plutôt des choses que j'aimerais vivre dans ma vie en général, pas forcément de choses que je dois faire dans la Mhm. journée d'après. J'ai un autre, plutôt un agenda Mhm. pour ça. Mais en effet, bon, je t'avouerai qu'il y a aussi un aspect minimaliste là-dedans, qui est que dans tout, dans la vie en général, j'essaie de me rapprocher du plus simple. Et je vois en consultation que c'est ce qui fonctionne le mieux aussi. C'est-à-dire que plus on donne de choses différentes, plus on a des chances que la personne ne le fasse pas. Mhm. Et je sais personnellement que plus j'aurai de carnets ou plus j'aurai de choses à faire différentes, moi, je vais le faire. Et du coup, là, le fait d'avoir un seul carnet, déjà, je n'ai qu'une seule chose à se trouver dans la chambre, dans la maison, etc. Donc, je n'ai que ça à emmener avec moi. Et j'ai pas à me poser la question, oui, mais dans quel carnet ça devrait aller? Non, mais ça irait plutôt avec ci ou avec ça. C'est juste, il y a un seul carnet de toute manière. Donc, on écrit dedans. Et je trouve ça intéressant parce que c'est aussi un outil pour se revoir plus tard. J'aime beaucoup faire ça, relire des carnets que j'avais écrits il y a plusieurs années et voir comment je me sentais à ce moment-là. Et j'aime bien avoir justement tous ces aspects, pas juste comment je me sentais bien ou juste le journaling, avoir aussi les moments où ça n'allait pas du tout ou d'autres choses que j'explorais à ce moment-là. Et ça me donne vraiment une vision plus globale sur ce que je vivais à ce moment-là. Donc voilà pourquoi ce carnet. En tout cas, tu as parlé un petit peu de mode de vie minimaliste. Moi, j'ai découvert, tu as une chaîne YouTube d'ailleurs où tu partages assez régulièrement des vidéos sur l'Ayurveda, mais aussi des vidéos plus en mode vlog où tu montres un peu plus ta façon de vivre. Et justement, ça transparaît ce côté minimaliste. Alors, c'est pas. Pourtant, tu vis avec la technologie actuelle, etc. Donc, je trouve ça intéressant pour les personnes qui sont un petit peu intéressées par le minimalisme tout en vivant dans le monde actuel, j'ai envie de dire, d'aller voir effectivement tes vidéos YouTube qui sont super intéressantes. Et en plus, c'est ton petit moment de gloire, alors profites-en. Mais, mais j'aime bien parce que ces vidéos, moi quand je les regarde en tout cas, elles sont très apaisantes, ressourçantes et apaisantes à la fois. Elles sont simples pour le coup, très simples en montage mais très bien faites. Et c'est reposant et ressourçant de te voir mener ta vie en toute simplicité et authenticité et en même temps dans un monde moderne actuel. Donc voilà, j'encourage les personnes à aller découvrir ta chaîne. Écoute, ça me touche beaucoup parce que c'est un format qui n'est pas évident quand on n'a pas l'habitude au tout début où on se dit mais quel est l'intérêt de partager des moments de ma vie, enfin voilà, qui suis-je pour partager ça? Et en fait, personnellement, j'aime beaucoup regarder ce genre de vidéos, alors pas n'importe lesquelles, mais c'est vrai que j'aime beaucoup le côté apaisant justement et brut de ce format-là. Et aussi, je voulais, à travers ces formats-là, montrer justement que l'Ayurveda, ça n'a pas besoin d'être hyper compliqué au quotidien. Je montre pas absolument tout ce que je fais tout le temps, mais c'était mon but de montrer que ça peut être simple, qu'il n'y a pas besoin d'avoir 10 000 ustensiles, 10 000 objets avec soi, etc. Et oui, c'est vraiment un format que j'aime beaucoup pour ça, qui me permet d'être aussi plus créative et plus dans la détente que quand je fais des formats plus instructifs, on va dire. Mais oui, je suis très contente que c'est un format qui te plaise. Et en effet, j'ai déjà eu beaucoup de retours sur le côté apaisant, calmant. Et c'est exactement ce que je cherchais à véhiculer, donc c'est parfait. Moi, j'ai bien aimé notamment ton vlog sur, je crois, 2 épisodes au sujet de ta retraite dans un monastère. Et donc, c'était moi qui n'ai jamais forcément pensé à ça. Ça m'a même donné un petit peu l'envie de m'y intéresser, en tout cas, pour l'expérience à vivre. Donc ouais, c'était un chouette moment à vivre. Et moi, j'aime beaucoup aussi ces modes de vidéo, ces vlogs, et je sais que c'est pas facile non plus, effectivement, à tourner. Ça prend du temps aussi, en plus de diverses activités, mais tu en parleras. Donc rien que pour ça, déjà, chapeau.
Et ce que je souhaite aussi, du coup, sur lequel je souhaite, la chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est que c'est à la fois, ces types de vidéos, de manière générale, sont à la fois inspirantes, mais elles peuvent être aussi source de pression aussi chez certaines personnes. C'est là où c'est, comme tu le dis, il faut faire attention aussi aux vidéos qu'on regarde. C'est comme n'importe quel type d'information qu'on retrouve sur Internet. Mais d'autant plus des choses comme ça en images, on a tendance à vraiment vouloir copier la vie des personnes que l'on voit. Et des fois, ce n'est pas forcément 100% adapté à soi. Et notamment, si je prends certaines chaînes, peut-être voilà, au hasard de fitness girl, etc., ça peut derrière aussi amener à certains travers. Donc, je dis toujours, on est maître de l'information que l'on ingère, on va dire. Donc, faisons attention aussi à ce qu'on regarde. Alors, voilà, faisons du tri régulièrement. Moi, j'aime bien faire du tri dans mes chaînes YouTube, dans mes comptes Instagram, dans les chaînes de podcast que j'écoute également, parce que derrière, je sais que inconsciemment, il y a des messages qui viennent s'ancrer dans mon inconscient et qui derrière peuvent me faire faire ou penser des choses qui ne sont pas en accord avec moi et au contraire qui vont me faire vivre des choses pas très agréables. Donc voilà, faut rester, voilà, alerte par rapport à ça. Oui, tout à fait. Et ça vient pas forcément des comptes ou des chaînes auxquelles on pourrait s'attendre dans le sens justement des fitness girls, de ce genre de choses où il y a les morning routines à n'en plus finir, etc. Personnellement, dans mes vidéos, je fais en sorte de montrer au maximum que non, ma journée, c'est pas 2 heures de yoga tous les jours et 1 heure de méditation. Enfin, clairement pas, j'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire et c'est pas mon but. Mais c'est vrai que parfois, un contenu aussi bienveillant soit-il peut nous apporter des triggers, donc nous perturber et peut entraîner des formes de soit des jalousies, soit un sentiment de culpabilité parce que nous, on ne fait pas assez dans notre propre vie. Et personnellement, je sais très bien que si je suis pas très bien à un moment, je suis un peu fatiguée ou que j'ai mis des projets que je voulais faire et que je n'ai pas forcément mis en place, bah, je ne vais pas regarder les vidéos qui vont me stimuler parce que ça ne sert à rien. Et ce n'est pas la faute du youtubeur ou de la youtubeuse, c'est simplement qu'à ce moment-là, il ne me faut pas ce genre de contenu. Donc, être conscient de ce dont on a besoin au moment où on en a besoin, c'est le plus important sur les réseaux sociaux, je trouve. Et c'est un peu comme l'alimentation en réalité. Il faut juste savoir ce dont on a besoin, quand on a besoin, et parfois il faut jeûner un petit peu. Voilà. Bon, du coup, on a compris un petit peu voilà, que tu étais dans le domaine de l'Ayurveda, quelqu'un de simple, authentique et plutôt dans le minimaliste. Mais maintenant, si je te laisse vraiment te présenter un peu plus de manière conventionnelle, qui es-tu Manon et ton histoire et ton parcours jusqu'à ce jour? Qui suis-je? Très bonne question. Disons que sur un CV classique, on pourrait voir que j'ai fait 3 ans en faculté de médecine, que j'ai quitté la faculté de médecine et que je me suis concentrée sur l'Ayurveda, les voyages et plein d'autres choses, dont l'astrologie et d'autres études que je fais à côté. Donc, je me suis formée en Ayurveda dans une école en France. Maintenant, je pratique l'Ayurveda en consultation. Je le partage aussi beaucoup sous forme d'e-book. J'ai créé un bullet journal sur le thème de l'Ayurveda, donc dont le but, c'est d'intégrer l'Ayurveda au quotidien. Et c'est vraiment quelque chose qui est toujours important dans mon travail, de combiner quelque chose de très visuel et très utile avec une information qui est aussi basée sur des textes ancestraux et qui est profonde, qui n'est pas juste de la superficie. Donc ça, c'est plutôt le côté Ayurveda. J'ai aussi, à côté, je crée des malas, donc des colliers de prière de manière intuitive pour des personnes qui m'en commandent. Donc chaque mala est vraiment fait à la commande, personnalisé. Donc ça, c'est un autre aspect de mon travail. C'est encore tout récent, je ne l'ai pas encore annoncé, mais je vais commencer à enseigner. Donc, je suis très, très heureuse de ça. J'ai commencé à enseigner dès la fac de médecine, en fait, où j'étais tutrice et j'ai découvert l'amour pour la transmission à ce moment-là. Donc, je le fais déjà via YouTube, mais c'est vrai que là, ça va être un niveau encore supérieur. Donc, j'en suis très, très heureuse. Hormis ça, hormis sur ce qu'il y a sur le CV, je suis une personne qui aime beaucoup explorer des choses. J'aime énormément apprendre. J'aime beaucoup bouger aussi. J'ai toujours eu une activité physique, comment dire,
pas forcément intense, mais qui est toujours présente. J'ai fait beaucoup de danse. Après, il y a l'escalade qui est plus venue. Et actuellement, vu que c'est plus compliqué actuellement d'en faire, c'est plutôt de la marche, de la nage, du fitness à la maison, ce genre de choses. Donc, c'est quelque chose qui fait quand même partie de ma vie. Et en fait, de manière générale, j'ai un attrait pour tout ce qui va me permettre au quotidien de prendre soin de moi. Donc, que ce soit au niveau physique, émotionnel ou mental. Voilà. Et une personnalité assez riche et complète. Merci. Alors du coup, pour revenir un petit peu sur le sujet que je voulais aborder avec toi aujourd'hui, justement, ce sujet m'est venu suite à une vidéo que j'ai vue sur ta chaîne YouTube, justement. Dans l'une d'entre elles, je ne pourrais plus dire laquelle, je me demande si ce n'est pas d'ailleurs un vlog, voilà. Et tu mentionnais la notion c'est d'Oja qu'on dit? Ojas. Ojas, voilà. Mm-hmm. Et du coup, la répartition des énergies en fonction des tissus. Et donc, tu prenais quelques exemples concrets pour nous faire comprendre la notion, et notamment une notion que tu as illustrée et qui m'a tout de suite fait penser à l'aménorrhée, donc, qui est un trouble du cycle de la femme que moi-même j'ai vécu et que je rencontre très souvent auprès de mes clientes et auprès de ma communauté aussi sur les réseaux. Donc, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est l'aménorrhée, notamment l'aménorrhée secondaire, c'est l'absence de menstruation quand on a déjà eu un cycle auparavant. Et donc, voilà, j'aimerais qu'on parle un peu plus de ça avec toi, et notamment qu'on l'aborde via le spectre de l'Ayurveda, parce que moi, je l'aborde beaucoup via mon spectre personnel, d'expérience personnelle, et via le spectre de la naturopathie. Et du coup, moi, j'adore, en fait, j'adore mixer les approches, parce que je trouve qu'il n'y a pas une approche meilleure que l'autre, mais il y a vraiment une multitude d'approches qui sont super complémentaires et qui permettent de bien comprendre les choses. Mais avant toute chose, est-ce que tu pourrais nous expliquer justement ce qu'est Ojas, s'il te plaît? Ok, alors Ojas, c'est une notion de l'Ayurveda qui vient après ce qu'on appelle les dhatus, donc les tissus. Donc je vais commencer par ça, ce sera beaucoup plus clair. On considère en Ayurveda qu'il y a 7 tissus principaux, que sont donc le premier, ça va être ce qu'on appelle la lymphe, les liquides nourriciers, le chyle, donc ce liquide qui est formé au niveau de l'estomac qui va ensuite permettre de nous nourrir tout simplement. Le deuxième tissu qui est le sang, et particulièrement les globules rouges, donc celui qui fait circuler l'oxygène, l'aspect rouge du sang en fait. Le troisième tissu, c'est donc Mamsa qui est le muscle, le tissu musculaire, mais ça englobe aussi la peau, c'est tout ce qui va protéger en fait, qui va recouvrir. Le quatrième tissu, donc, c'est Médas, qui est le tissu graisseux. Le cinquième tissu, c'est le tissu osseux. Et ensuite, on va avoir Maja, qui est on appelle ça la moelle osseuse, mais on considère que c'est aussi pour certains le système nerveux. Et enfin, le dernier tissu qui est Chukra. Et Chukra, c'est le système reproducteur. Et donc, ça va être toutes les cellules qui vont nous permettre de nous régénérer. Donc, les cellules souches dans tous les organes, puisqu'on en a partout, dans la peau, dans les intestins, etc. Et aussi les cellules reproductrices génitales qui vont permettre de créer un enfant. Et donc, ça, ce sont les 7 tissus. Donc, une fois qu'on a ces 7 tissus, on va avoir la théorie la plus courante qui est que quand on mange, on va nourrir un tissu, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Après, il y a certains aliments ou plantes ayurvédiques qui nous permettent d'avoir accès à un tissu en particulier directement, sans avoir à passer par tous les autres. Mais on ne va pas rentrer dans la physiologie ayurvédique, mais dans l'ensemble, on considère que si on ne mange pas assez, par exemple, on ne va nourrir que les premiers tissus et que ça ne va pas aller profondément dans les tissus suivants. Et vu que le tissu reproducteur, c'est le dernier tissu, c'est celui qui va en pâtir le premier. C'est celui qui manque de nutrition le premier, en général. Donc, c'est souvent comme ça qu'on va avoir des soucis d'infertilité, ce qui est très, très courant à notre époque. Et Ojas, donc, c'est ce qui vient après ces 7 tissus. C'est une forme du dosha Kapha, donc qui est une des 3 énergies qui gouvernent toute la physiologie du corps. Et Kapha, il a pour rôle de créer du lien, de protéger le corps, de lubrifier toutes les parties du corps, d'apporter une structure aussi. Et sa forme subtile s'appelle Ojas. Et Ojas, c'est l'immunité. C'est notre réserve de vitalité sous forme liquide, sous forme nutritive. Après, si on essaie de faire des parallèles avec la physiologie moderne, c'est un peu compliqué parce que l'Ayurveda a une vision assez différente et très globale. Donc, c'est compliqué de dire ça, c'est égal à ça.
On a tendance à dire que c'est égal aux cellules immunitaires, mais c'est vrai et faux. Donc, disons juste que ça représente vraiment cette capacité qu'on a à se protéger contre les choses qui pourraient nous apporter des soucis. Et ce n'est pas forcément juste des virus ou des bactéries. Ça va aller dans le global, qui va être, ça va nous protéger contre un stress, ça va nous protéger contre un manque de sommeil, etc. Et donc, si on comprend la théorie de la nutrition des tissus, si on n'a pas une nutrition adaptée, et ça ne veut pas dire qu'il faut manger beaucoup, on va le voir plus tard, mais si on n'a pas une nutrition adaptée, on ne va jamais nourrir au jazz. Et avec le temps, il va s'amenuire, il va diminuer. Surtout qu'on a des choses dans notre vie au quotidien qui font que ça diminue au jazz, on va aussi en parler. Donc, c'est un peu ça au jazz. C'est vraiment notre réserve d'immunité, de sécurité. On le décrit un peu comme du ghee, comme une substance onctueuse, froide, qui est très nourrissante, qui est très douce, très lourde aussi. Et donc, voilà, ça, c'est au jazz. Je ne sais pas quelle question tu as par rapport à ça. Bah, du coup, justement, si on devait... alors, avant de peut-être rentrer dans le sujet du cycle, il me semble qu'il y a aussi deux autres principes majeurs en Ayurveda que sont Agni et Ama. Est-ce qu'il y a aussi un intérêt, justement, à considérer Ojas, Agni et Ama dans la compréhension du cycle féminin reproducteur et derrière peut-être des troubles du cycle féminin, justement? Alors, même de manière encore plus large, Agni, Ama et Ojas, mais il n'y a pas que Ojas, il y a d'autres formes subtiles des doshas, puisque chaque dosha a une forme subtile. Donc, Prana est la forme subtile de Vata, par exemple, et ce qu'on appelle Tejas, c'est la forme subtile de Pitta. Donc, les trois sont très nécessaires. Là, on se concentre sur Ojas, mais les trois sont nécessaires. La notion d'Agni, c'est une notion primordiale en Ayurveda parce que ce n'est pas le tout de manger des choses, mais il faut aussi les transformer et les assimiler. Et le métabolisme, Agni, c'est le feu digestif et c'est le feu de manière générale. On considère que chaque tissu a un feu, par exemple. Donc, par exemple, quand on va mettre des choses sur la peau, le feu de la peau va digérer les substances et les intégrer, les absorber, etc. Donc, si une personne a un Agni, donc un métabolisme, un feu digestif qui est bas, qui est faible, elle va être dans l'incapacité de digérer les choses qu'elle reçoit, que ce soit de l'alimentation ou que ce soit des événements. Donc, ça peut être des pensées, des émotions, etc., qu'elle aura aussi du mal à digérer. Et là, le souci, c'est que quand on ne digère pas une substance, qu'elle soit matérielle ou non, ça crée de l'ama, donc des toxines. Et les toxines peuvent se loger dans les 7 tissus et empêcher la création d'ojas. Parce qu'il n'y a pas que l'absence de nutrition qui peut générer un problème avec Ojas, il y a aussi les blocages. Si par exemple on a un endroit qui est bien trop plein d'affaires, on ne peut plus y circuler et on ne peut pas apporter ce qu'il faut dans les différentes pièces. Donc c'est exactement ça ce qui se passe avec Ama, et surtout que Ama, c'est des toxines. Donc c'est un peu comme si vous aviez des poubelles qui encombraient votre lieu. Votre corps ne sait pas quoi en faire, donc il a besoin d'être transformé et d'être évacué. Alors pour les personnes qui nous écoutent et qui sont peut-être plus familières à la naturopathie, puisque c'est un sujet que j'aborde plus, on peut faire un petit peu le parallèle avec justement le niveau de ce qu'on appelle la vitalité, l'énergie vitale en naturopathie, les émonctoires qui sont nos organes éliminateurs des toxines. Donc effectivement, il y a des choses qui se regroupent, mais par contre qui sont, je pense, qui ont une approche assez différente et surtout des termes différents. Mais disons que je pense que la philosophie derrière l'Ayurveda et la naturopathie se rapproche, se retrouve pas mal. Oui. Du coup, si on rentre plus dans le détail du trouble de l'aménorrhée secondaire, quels sont, selon toi, aujourd'hui, comment tu aborderais justement ce trouble-là au travers des principes que tu viens d'expliquer? Quelles sont peut-être les choses qui amenuisent au jazz, Agni, qui favorisent la Ama, justement, et quelles seraient les choses potentiellement à faire évoluer pour retrouver un cycle plus régulier, justement? Ok, alors je pense que ce serait le plus simple, c'est qu'on explique pourquoi il y a une aménorrhée déjà. Ouais. Il y a plusieurs causes en Ayurveda, il y a plusieurs manières de le traiter, puisque en Ayurveda, on n'a pas un problème, une solution. On a une personne, plusieurs solutions. Donc, c'est toujours très, très complexe et en même temps très simple dans la manière de penser. Donc, pour avoir un cycle normal, où il y a une ovulation à chaque fois et des règles,
il faut avoir un système hormonal qui fonctionne bien. Il faut avoir suffisamment de feu pour que l'ovulation ait lieu, puisque l'ovulation, c'est l'ovule qui va percer l'enveloppe dans laquelle il se trouve, qui en réalité n'est pas un ovule à ce moment-là, ça s'appelle un ovocyte. Donc c'est un œuf non fécondé qui se trouve dans l'ovaire. Et s'il n'y a pas suffisamment de feu, s'il n'y a pas suffisamment d'hormones, s'il n'y a pas suffisamment d'enzymes, il ne peut pas percer l'enveloppe. Et il ne va pas pouvoir être sécrété dans les trompes et ensuite descendre dans l'utérus. Donc là, ça peut être une cause d'aménorrhée parce qu'en réalité, il n'y a tout simplement pas d'ovulation. Et l'ovulation ne se fait pas à cause d'un manque de feu. Donc on peut retrouver ça, par exemple, chez des personnes qui ont un profil avec beaucoup de kappa, donc des profils plutôt lymphatiques, qui vont donc se retrouver avec des problèmes d'ovaires polykystiques, par exemple, qui est une cause d'aménorrhée. Et en réalité, c'est un problème d'ovaire qui produit des ovules, des ovocytes, mais les ovocytes ne sont jamais sécrétés. Donc, ils restent dans l'ovaire et vont continuer à grossir, et ce qui va créer des kystes. Donc ça, c'est une cause de l'aménorrhée. Une autre cause de l'aménorrhée, c'est un problème de nutrition, donc un manque de nutrition qui est soit lié au fait de ne pas manger assez, soit au fait qu'on brûle trop vite ce qu'on mange. Un métabolisme trop intense. Voilà. Donc, ça peut être lié à du stress, à un manque de sommeil, à un acné qui est beaucoup trop fort. On trouve souvent ça chez les personnes pitta-dominantes. On retrouve aussi ça dans l'exemple que j'avais donné, je pense dont tu parlais, c'est pour les femmes qui font beaucoup de sport, qui nourrissent énormément le feu et qui nourrissent beaucoup le tissu musculaire parce qu'elles veulent faire du muscle, etc. Le souci, c'est que plus on nourrit un tissu, moins on nourrit les autres. Donc, dans tous les cas, c'est négatif selon l'Ayurveda de se concentrer sur un seul tissu. Donc, on a beau dire oui, mais c'est du muscle, donc c'est bien. Oui, mais ça reste que si les autres ne sont pas nourris, on a un problème. Il y a énormément d'athlètes qui ont perdu leurs règles parce que simplement leur corps, c'est pas la priorité à ce moment-là. Il y a beaucoup de femmes sportives, effectivement, professionnelles, qui n'ont plus leur cycle, justement, à cause de ça. Et on retrouve, du coup, ce que tu dis, on retrouve notamment ça chez les personnes qui sont sujettes aux troubles du comportement alimentaire, comme l'anorexie ou l'anorexie mentale, puisque du coup, on n'a ni la nutrition, et en plus de ça, on a ce côté, généralement, la compensation derrière, c'est l'activité sportive, donc on a les deux combos perdants, plutôt, on va dire, que gagnants, qui derrière engendrent cette aménorrhée. Oui. C'est que ces personnes-là vont tellement endommager leur métabolisme et leur feu digestif que souvent, quand elles mangent, elles vont créer de l'AMA dès qu'elles mangent quoi que ce soit et elles vont créer des toxines plutôt qu'être nourries. Donc, c'est vraiment très compliqué à traiter dans le sens où c'est pas juste pour renourrir les personnes, il faut aussi augmenter leur métabolisme pour qu'elles soient capables de transformer la nourriture. Et ça fait des gens, par exemple, qui, dès qu'elles mangent une toute petite poignée de quelque chose, elles vont être tout de suite ballonnées et elles vont avoir des soucis de digestion, de transit, etc. Et ça montre qu'elles sont incapables de digérer ce qu'elles mangent. Donc là, c'est un autre souci qu'il faut gérer d'une manière très globale et dans lequel Agni prend une place prépondérante puisqu'il faut le remonter aussi et avoir un bon métabolisme pour tout transformer. Et donc, pour revenir à l'aménorrhée, on ne va pas du tout traiter l'aménorrhée de la même manière si c'est un problème d'ovaire polykystique, donc plutôt lié à kappa, ou un problème de manque d'hormones, de manque de nutrition. Donc, si c'est un problème qui est lié à Vata, on va essayer de traiter Vata, donc en apportant de la chaleur, en apportant de l'onctuosité, en apportant surtout de la relaxation, parce que ça, c'est un des piliers de la santé que Vata a tendance à manquer, parce qu'il est beaucoup dans l'agitation, que ce soit mentale ou physique. Alors que quand on va avoir un problème d'ovaire polykystique, on va essayer de traiter kappa. Donc, au contraire, on va apporter du mouvement, on va apporter de la chaleur, on va faire en sorte que la personne se dépense plus, qu'elle mange moins lourd, qu'elle mange moins gras, etc. Donc, la thérapeutique est totalement inversée. Pourtant, le problème est le même. Il n'y a plus de règles. Mais au final, le souci qui cause l'absence de règles n'est pas du tout le même. D'accord. Et du coup, si on prend, j'ai un autre trouble du cycle que je rencontre assez souvent,
qui est lié aussi à un dérèglement hormonal, c'est l'endométriose. Alors, ce n'est pas forcément un dérèglement hormonal, mais l'endométriose, c'est un trouble, une maladie que l'on retrouve alors, de plus en plus, en tout cas, dont on entend parler de plus en plus. Je ne sais pas s'il y a plus de cas, mais en tout cas, c'est une maladie qui est de plus en plus, je pense, peut-être diagnostiquée aussi. Ce qui est pendant très longtemps, beaucoup de médecins ne savaient pas forcément ce qui se passait chez ces femmes qui se plaignaient de certaines douleurs, et maintenant on le sait un peu plus. Du coup, l'endométriose, c'est justement ces cellules endométriosales des cellules de l'endomètre, pardon, qui sont un peu partout dans le corps, selon les femmes en tout cas, c'est pas toujours au même endroit, et qui peuvent, au moment du cycle, justement, rentrer comme pour les cellules de l'endomètre, qui vont se réveiller et engendrer certaines douleurs, d'où parfois des troubles digestifs qui peuvent apparaître et des douleurs même des fois parfois très handicapantes chez certaines femmes. Et du coup, si on se focalise sur cette maladie-là, ce trouble-là, toi, d'un point de vue justement ayurvédique, comment tu aborderais cette maladie-là et comment tu l'expliquerais aussi? Alors, c'est un vaste sujet. Et pour rappel, l'endomètre, c'est la muqueuse qui recouvre l'utérus. Donc, c'est la muqueuse qui va gonfler pendant les règles parce qu'elle se gonfle de sang et de cellules et qui va ensuite être perdue pendant les règles. Le problème dans l'endométriose, on considère que c'est un souci qui est tridoshique, donc qui implique les 3 doshas dans le corps. Mais en général, il y a quand même beaucoup la présence de kapha, puisque kapha, il est responsable de construire des choses. Donc, dès qu'il y a un excès de tissu qui se construit, c'est du kapha qui est en excès. Mais vu que l'endométriose se propage dans le corps, il y a du vata aussi qui est concerné, parce que vata, c'est le mouvement. Donc, sans lui, on ne peut pas se propager. Et il y a aussi du pitta, puisqu'il y a de l'inflammation, puisqu'il y a des saignements, etc. Donc, il y a vraiment les 3 doshas qui sont impliqués. Et c'est une pathologie qui peut être un peu longue à prendre en charge parce que c'est dans ce qu'on appelle le 3e tissu, donc le tissu qu'on appelle musculaire, qui représente tout ce qui recouvre, et donc l'endomètre en fait partie. Donc, c'est pas comme si on allait traiter un problème de la lymphe ou du sang qui peut être plus rapide à soigner. Là, ça va prendre plusieurs mois, potentiellement plusieurs années en fonction de ce que la personne met en place dans sa vie ou non. Donc, c'est pas quelque chose qui se guérit du jour au lendemain. Et c'est important de considérer qu'il y a clairement l'importance du dérèglement hormonal qui est présente. Donc franchement, si on a la prise d'hormones volontaires, donc par la pilule par exemple, ou involontaire dans l'eau du robinet, dans tout ce qu'on est exposé en fait au quotidien, les perturbateurs endocriniens en fait, tout ça, ça va générer potentiellement des risques. Une autre chose qu'on parle beaucoup en Ayurveda par rapport aux règles, il y a beaucoup de recommandations pour les femmes qui sont réglées. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans l'Ayurveda. On a tendance à certains, par exemple des fit girls que j'entends, vont dire pendant les règles, oui, vous pouvez faire du sport comme d'habitude, ça ne change rien. Éventuellement, si vous avez un peu mal, bon, voilà, vous faites plus doucement. Non. En Ayurveda, on considère que les règles, ce n'est pas un moment pour aller à la salle de sport et se fatiguer. Donc, il y a ça aussi, qui est que je pense qu'il y a un souci de respect de nos propres cycles qui est plus trop présent, qui est voire absent chez certaines femmes, et j'en ai été coupable, hein, clairement. Pour moi, mes règles, c'était le pire moment du mois il y a encore quelques années. Maintenant, je les vois d'une manière totalement différente. Mais il y a cette notion de je refuse que je puisse être arrêtée dans mon élan par ce problème de cyclicité. Or, si on part comme ça, ben on refuse notre état naturel qui est le fait d'être cyclique et d'être une femme. Donc, ça cause beaucoup de soucis au niveau physique et au niveau psychologique aussi. Un autre souci qui peut qui peut favoriser aussi l'endométriose, c'est les inversions. Donc, quand on va avoir le bas du ventre qui est plus haut que le cœur, toutes les postures de yoga d'inversion ne sont pas du tout conseillées pendant les règles, par exemple. Alors, en général, on conseille même de ne pas faire trop de yoga pendant les règles pour éviter de faire tout bouger parce qu'on veut faciliter le mouvement vers le bas. Et si on empêche ce mouvement vers le bas, s'il y a des blocages, si on a trop de toxines dans cette zone-là, par exemple, comme c'est souvent le cas, parce qu'on est souvent assis, donc ça ne circule pas beaucoup. On a beaucoup de congestion pelvienne de nos jours. Donc ça va faire que le sang va avoir du mal à s'écouler. Et s'il ne peut pas s'écouler vers le bas, il va, selon l'Ayurveda, il va se propager ailleurs. Et c'est une des causes de l'endométriose selon l'Ayurveda, c'est que le sang ne s'écoule pas suffisamment vers le bas et donc il va avoir tendance
à créer des déséquilibres dans l'utérus et donc générer des propagations de cellules de l'endomètre. Donc ça, c'est une des causes. Bien sûr, je l'ai dit, avoir des toxines dans cette zone, c'est une autre cause qui est très présente de nos jours. Surtout qu'on ne bouge plus trop nos hanches. Même quand on fait du yoga, j'ai remarqué, au final, on fait beaucoup la salutation au soleil, mais la salutation au soleil, c'est un mouvement qui est sur un seul plan et qui est le plan en avant, en arrière, en haut, en bas. Donc ça, c'est très masculin, c'est le soleil, c'est son but. Il a pour but de nous réveiller, de nous apporter de l'énergie, etc. Mais quand on regarde la salutation à la lune, elle ne se fait pas de face, elle se fait de profil et elle ondule. Et elle fait beaucoup de mouvements d'ouverture des hanches et de circulation au niveau des hanches. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, ah oui, mais en fait, c'est totalement logique. La lune étant reliée au féminin, une femme doit aussi se concentrer sur ce mouvement d'ondulation sur les côtés. Et pas seulement en haut, en bas, comme la salutation au soleil peut nous proposer. Donc voilà, ça c'est juste une petite exploration à part. Mais c'est très global comme problème. Et après, d'un point de vue plus psychologique, on a tendance à penser que l'endométriose est aussi soit un refus d'être mère, soit un conflit intérieur qui nous pousse à notre corps nous dire, bon, bah tant pis, tu peux pas. C'est-à-dire que la femme va vivre un conflit intérieur dans le sens où peut-être qu'elle veut être mère, mais qu'il y a des peurs telles et des héritages qu'elle a reçus, peut-être même de ses parents, grands-parents et arrière-grands-parents, que son corps est dans un conflit et un dilemme intérieur qui fait qu'il va générer une maladie. Donc on voit beaucoup ça quand même dans ce type de problème. D'accord. C'est intéressant ce que tu dis sur justement l'aspect psychologique et émotionnel et notamment l'analyse transgénérationnelle qu'on peut réaliser. J'en entends de plus en plus parler et en fait on se rend compte qu'il y a pas mal de choses dont on hérite en fait, dont on n'en a pas conscience. Alors après on en hérite donc on ne peut pas faire grand chose, mais des fois le fait de prendre conscience de cet héritage permet de certains déblocages justement. Donc exactement. Je pense que c'est une exploration intéressante. Exactement, j'ai un professeur que j'aime beaucoup qui parle beaucoup des ancêtres et de notre responsabilité en tant que descendants de prendre notre responsabilité on a hérité de ça. On n'a pas hérité que des mauvais côtés, on a reçu la vie. On a reçu plein d'autres choses de ses ancêtres et il y a une gratitude à avoir pour ces personnes-là et prendre conscience qu'on a hérité de toutes ces choses et que c'est à nous maintenant de les transformer. On est la meilleure personne pour le faire puisqu'on est venu pour ça, en fait. Et quand on a conscience de ça, on a moins le côté victimisation qu'on peut facilement avoir, et je me comprends dedans, qui est « Ah ouais, mais moi j'ai cette blessure qui m'a été transmise, c'est tellement dur, etc. » Oui, c'est dur, mais on s'est incarné pour la vivre, en fait. Et on s'est incarné pour être la personne qui va la transformer. Donc il y a un côté très... qui rapporte beaucoup de puissance et de pouvoir personnel à se dire qu'on est responsable de ça et qu'on a toutes les clés pour le faire. Et si on ne les a pas encore, elles vont venir dans notre vie. On va y être exposé, en fait. Et on sera la meilleure personne pour guider les autres à le faire ensuite. Parce qu'on sera passé par là. Absolument. Je reviens sur quelque chose que tu disais par rapport au cycle et notamment à la période des menstruations où tu préconisais justement de laisser s'écouler le sang et donc favoriser les choses qui écoulent le sang vers le bas. Et justement, en naturopathie, on a tendance à dire qu'on a 5 émonctoires, 5 organes éliminateurs de toxines, donc le foie, les poumons, les reins, la peau et les intestins. Et souvent, moi j'ai dit, et je ne suis pas la seule à le dire, mais on l'oublie souvent qu'il y a un 6e émonctoire chez la femme qui est l'utérus. Et donc, chaque mois, on a cette chance, quand notamment on vit un cycle naturel, de pouvoir éliminer encore plus de toxines via cette voie qui s'ouvre à nous par justement les menstruations. Et donc, quand on comprend ça, comme tu disais, ça devient même indécent de se dire qu'on bouche et qu'on met un bouchon au niveau de cette voie d'élimination, parce que ça veut dire qu'on vient justement boucher ces toxines et que ces toxines vont rester en nous et vont
quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre, à un moment donné, venir s'évacuer par d'autres voies ou alors se transformer en certaines pathologies et troubles. Donc, il faut vraiment voir si, pour les femmes qui ne vivent pas très bien leur période menstruelle, il faut voir ça aussi comme une manière, une chance d'éliminer encore plus nos toxines de manière naturelle sans passer par forcément des cures détox systématiques comme on peut l'entendre très souvent. Exactement. C'est pas le rôle principal de l'utérus. Normalement, on ne devrait pas avoir à éliminer des toxines par ce biais-là. Ouais. Malheureusement, c'est le cas. Hein, Ouais. c'est comme ça. Mais en attendant, c'est une bénédiction, vraiment. Et quand on le voit comme une bénédiction, ça change tout. Et j'ai eu un professeur, d'ailleurs, en Ayurveda, avec lequel j'ai étudié le cycle féminin en plus en profondeur, et qui, au bout d'un moment, à force de nous en parler, etc., il a fini par dire... J'ai presque envie d'être une femme. Hein. Et que ça vienne de la part d'un homme, je trouvais ça assez beau. Parce qu'il expliquait la puissance de la femme et la puissance qui se trouve dans le cycle féminin. Et à quel point, quand on reprenait possession de cette puissance-là, on pouvait tout faire, on pouvait tout vivre et on pouvait tout accepter dans le sens où on a la capacité de tout transformer. L'utérus, c'est considéré comme un chaudron alchimique, peu importe les mots qu'on utilise, mais c'est considéré comme un lieu de transformation. Et moi, ça m'horripile quand j'entends des gens dire qu'ils vont subir une hystérectomie, donc un retrait de l'utérus, soit à cause de l'endométriose, soit à cause d'un autre problème comme un fibrome, ce genre de choses, sous prétexte qu'ils ne veulent plus d'enfants, par exemple. Bon, bah, ça ne sert plus à grand-chose, c'est pas grave si on le retire. C'est pas... Même si la personne n'a plus ses règles, son utérus, ça reste sa source d'énergie. Ça reste le lieu dans lequel elle va transformer ses énergies et transformer ce qu'elle vit. Donc, si on lui retire, elle ne va pas se sentir bien. C'est évident. De toute façon, la nature est bien faite. On n'a pas d'organes qui ne nous servent à rien. Merci. Exactement. Donc, voilà, je pense que la nature est bien faite et simple. Elle ne s'encombre pas de choses inutiles. C'est nous qui, des fois, l'encombrons de choses inutiles. C'est ça. Et on se prend pour des apprentis sorciers à retirer un petit truc par-ci, un petit truc par-là, parce que, bon, au final, on n'a pas trouvé vraiment l'intérêt. Donc, ouais. Mais du coup, quand je dis ça, je pense à ce bouchon, quand j'ai pensé bouchon pour empêcher l'évacuation des règles, des menstruations, j'ai tout de suite cette image de tampon que l'on met comme protection hygiénique. Donc voilà, je sème une graine dans la tête de certaines personnes, mais je ne viendrai pas sur le débat de quelle protection. De toute façon, à l'heure à laquelle notre épisode sortira, je pense que mon épisode sur les protections hygiéniques sera sorti également. Donc j'évoque les différentes protections existantes, naturelles, non naturelles, jetables et non jetables. Mais les tampons, en tout cas, c'est quelque chose c'est comme un bouchon que l'on met. Donc voilà, pour l'image. Et je pense qu'en disant ça, vous comprenez le message que je veux, que je veux faire passer. Oui, il y a beaucoup de soucis qui ont été communiqués par rapport à ça. Maintenant, j'ai pas envie de... Je fais attention vraiment au discours que je peux avoir par rapport à ça, dans le sens où, que ce soit la coupe menstruelle ou les tampons, il y a une stagnation qui est là, c'est pas du tout la même. On a tendance à dire oui, mais la coupe menstruelle, ça retient le sang aussi. Oui, mais on ne parle pas de quelque chose qui va absorber tout ce qui se trouve dans votre vagin. C'est pas du tout la même chose. Ça recueille. Ça recueille, ça accueille, et si on l'utilise correctement, c'est-à-dire que si on ne la garde pas plus de 12 heures, en principe, il n'y a aucun problème. Il y a certaines personnes qui la supportent plus que d'autres, mais j'aimerais bien ne pas... c'est hyper important ce que tu dis, et en effet, on a un souci par rapport à ça. Mais en même temps, il y a certaines femmes qui ne peuvent pas faire sans, qui ont un flux trop abondant, ou qui, pour elles, c'est vraiment trop pratique, etc. Donc, il y a des alternatives aux tampons. Il n'y a pas que ça qui existe. C'est tellement plus confortable d'avoir une coupe menstruelle. Ça paraît totalement illogique parce que c'est beaucoup plus gros, mais je vous assure que si vous n'avez jamais testé, essayez. C'est beaucoup plus confortable qu'un tampon. Mais il y a aussi ce côté qui est vrai que tu dis, qui est qu'il est bon parfois de sentir le sang qui coule. Et ça peut être une bonne chose pour se reconnecter à son cycle, d'accepter pendant un jour ou deux dans son cycle de porter soit une serviette lavable, une serviette en tissu, ou une culotte menstruelle. Ça devient de plus en plus à la mode, etc. Et je trouve ça génial parce que c'est, d'après ce que j'entends, etc., c'est très, très confortable. Ça permet de ne pas avoir de peur par rapport aux fuites, etc. Donc, accepter de ressentir cet écoulement, c'est aussi une forme d'acceptation de ce cycle.
et de se dire que non, ce n'est pas une incontinence, c'est tout simplement un flux naturel qui se fait. Il y a même des personnes qui sont capables de faire en sorte de sentir ce flux et qui s'appelle donc le flux instinctif. Donc, être capable d'aller aux toilettes au bon moment et d'évacuer ce flux quand il le faut. Il faut savoir que les règles ne s'écoulent pas en permanence. Hein. C'est des contractions qui ensuite évacuent le sang. Donc, il y a de quoi s'entraîner. En fait, on peut tout apprendre. Et on peut même apprendre à avoir des règles qui nous fassent du bien, avec lesquelles on soit aligné. Et ça, je trouve ça magnifique. Tout peut être appris. Ouais. Le flux instinctif, c'est quelque chose de assez incroyable. Chapeau bas aux femmes qui savent le faire. Je trouve que c'est vraiment une preuve d'une belle reconnexion à son corps. C'est pas simple. Je dis pas que c'est forcément l'objectif de tout le monde. Hein. Je ne dis pas que c'est un but en soi. Mais en tout cas, c'est assez incroyable. Moi, mon côté très personnel, c'est vrai que moi, je suis une grande fervente des culottes menstruelles pour le coup. Je ne suis absolument pas dérangée par la sensation de l'écoulement du sang. Je suis plus dérangée par l'insertion de quelque chose, d'un tampon ou d'une cup. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts en tout cas, à condition de trouver les bons produits, pas n'importe quelle marque, parce que même les culottes menstruelles, il y a des sacrées marques de dropshipping qui sont vraiment pas bonnes, donc faites attention à ça, et aussi aux conditions après de stérilisation quand c'est nécessaire selon les produits et de durée en fait d'utilisation tout simplement. Donc tout à fait. Voilà. Alors je voulais juste pour terminer un petit peu l'épisode, revenir, tu as mentionné en tout début d'épisode et même le jeûne ça peut faire du bien, il me semble, tu as glissé t'as glissé ça, alors j'aimerais que tu nous expliques un petit peu ce que tu avais derrière l'esprit. J'ai parlé du jeûne des réseaux sociaux, mais finalement, ça se recoupe avec tout. Par rapport à Ojas, parce qu'on va revenir un peu à ce sujet-là, c'est important de ne pas faire n'importe quoi avec le jeûne. Le jeûne est hyper utile parce qu'il permet justement de faire en sorte de transformer certaines toxines, d'alléger en fait l'alimentation pour permettre au corps de faire les transformations dont il a besoin. C'est recommandé pour certains types de personnes, dans une certaine intensité à un certain moment de l'année. Encore une fois, l'Ayurveda, c'est toujours, ça dépend. Et ensuite, le souci, c'est que quand on le fait à l'excès ou pas de la bonne manière, on va diminuer Ojas. Donc, notre immunité va grandement diminuer. On peut avoir des soucis menstruels parce que chakra, donc le tissu reproducteur, va pas être nourri suffisamment. Ensuite, il y a certaines personnes que ça déséquilibre complètement de jeûner dans le sens où quand elles vont recommencer à manger, elles ne pourront plus rien digérer. Donc, il y a vraiment une manière de jeûner selon l'Ayurveda. Ce n'est pas pour tout le monde et ça ne se fait pas n'importe quand et n'importe comment en fait. D'accord. Donc pour les femmes qui justement qui sont en aménorrhée, notamment les femmes qui sont en aménorrhée pour cause de manque de nutrition par exemple, ou d'excès d'activité sportive, le jeûne n'est pas recommandé, si je comprends bien. Il n'est absolument pas recommandé et en plus, quand on a beaucoup de vata, on va recommander d'avoir plusieurs petits repas plutôt que 2 gros, comme on peut avoir dans le jeûne intermittent par exemple. Parce que le souci, c'est qu'ils n'ont pas un feu digestif très très fort, mais ils ont besoin de nutrition. Donc, ils ont besoin d'être nourris fréquemment. Donc là, on va recommander plusieurs petits repas. Et là, en effet, sauter le petit déjeuner, sauter le dîner, etc., ce n'est pas recommandé du tout. En effet, on ne va pas manger, ça ne veut pas dire qu'il faut manger tout et n'importe quoi, dans une quantité absurde, mais il faut quand même faire attention à avoir une régularité dans l'alimentation et dans la vie en général, pas seulement l'alimentation, pour régler ces problèmes-là. Donc, c'est absolument fondamental de bien comprendre de quel type de dosha ou de profil naturopathique on est pour pouvoir adapter justement ces grands principes d'hygiène de vie que l'on entend souvent, que moi aussi je communique, mais attention, ça ne convient pas forcément à tout le monde. Et d'ailleurs, pour expliquer un petit peu mon cas plus personnel, puisque j'ai vécu une grosse période d'aménorrhée il fut un temps, je pense que, je sais pas que je pense, c'est que moi j'ai fait aussi un bilan ayurvédique et je suis Vata Pitta. Et c'est vrai que pendant très longtemps, et j'ai fait aussi du jeûne intermittent, etc. Et j'en ai perdu même l'appétit le matin. Et c'est vrai qu'on a tendance aussi à prôner le fait d'écouter ses besoins et quand on n'a pas faim, de ne pas manger. Et ça, c'est quelque chose que je prône un maximum, mais
c'est vrai que parfois, notamment dans mon cas, et je pense dans le cas de d'autres personnes peut-être de profils un peu identiques, hein, notamment profil un peu nerveux en naturopathie, eh bien, le jeûne intermittent ou le fait de moins je mange, moins j'ai faim. Mon métabolisme baisse. Et donc, le risque derrière, c'est de se dire, OK, bah, moi, c'est très bien, je suis en pleine santé puisque je mange quand j'ai faim. Sauf que si c'est pour arriver à ne plus manger parce que tu n'as plus jamais faim, derrière, effectivement, bah, tu ne peux plus nourrir correctement tous tes tissus. Et donc, j'ai réintégré en me forçant, sans avoir faim. Donc, c'est là où j'ai mangé sans faim, mais pas n'importe quoi et pas non plus à des quantités indécentes pour derrière avoir un inconfort digestif. Mais j'ai réintégré différents petits repas, notamment des petits déjeuners légers mais nutritifs, pas des grosses plâtrées, mais des petites portions. Et franchement, ça m'a beaucoup aidé derrière à, retrouver un appétit beaucoup plus régulier également, et deux, à retrouver un cycle plus régulier. Donc, c'est là où j'ai retrouvé aussi mes règles. Alors après, il n'y a pas que ça, c'est multifactoriel, bien entendu. Il y a plein d'autres choses comme on a pu le mentionner là. Mais en tout cas, effectivement, ça je pense, fortement impacté mon rééquilibrage hormonal, disons. Oui, tout à fait. Et c'est quelque chose qui est très important que tu as dit. C'est quelque chose en Ayurveda qui est important à bien comprendre. Il y a une différence entre écouter son corps et écouter un déséquilibre. Pas du tout la même chose. En Ayurveda, on dit que quand une personne est très déséquilibrée, elle peut avoir tendance à être attirée par ce qui la déséquilibre encore plus. Kita très déséquilibré va être attiré par du café, du chocolat noir, la rouge, du piment, le fait de faire beaucoup de sport, ne pas dormir suffisamment, etc. Et une personne Vata va avoir tendance à arrêter de manger, à faire encore plus de mouvements, à être encore plus agitée. Donc, il faut faire attention à ça. Et une autre chose, en Ayurveda, ne pas avoir faim, c'est pas bon signe. J'ai beaucoup entendu ça. J'ai des clients, des patients qui sont naturopathes ou qui ont fait de la naturopathie et qui me disaient oui, mais ça va parce que du coup, si j'ai pas faim, bah, ça m'a coupé l'appétit. Donc, j'ai pas faim, donc je jeûne. Je dis mais c'est pas un bon signe. Ça veut dire que votre métabolisme est en train de baisser en fait. Si vous n'avez pas faim, c'est que votre feu intérieur est en train de baisser. En Ayurveda, on fait en sorte de stimuler la faim parce que c'est un facteur hyper important. Donc ça, c'est vraiment à considérer. Et en effet, moins on mange, moins on a faim. Donc même une personne avec un feu digestif très très fort, si elle le fait trop longtemps, un jeûne, etc., au bout d'un moment, son feu, il va se dire « Oh oui, bon, bah, elle nous amène rien, laisse tomber, on s'éteint. » Parce que là, sinon, elle se brûle, hein, tout simplement. Si on lui donne rien, le feu va la brûler de l'intérieur. Dans les deux cas, être délétère. Là, je suis tout à fait d'accord et moi je m'en suis rendu compte parce que j'ai pris le temps à un moment de me dire mais comment je fonctionnais avant, et fut un temps j'avais faim mais très souvent, et je me suis aussi rendu compte que dans des périodes plus de relâchement, de vacances, où je m'autorisais à être plus relâchée, mon appétit revenait. Et donc, c'est là où je me suis dit, oh, il y a un truc qui ne va pas. En fait, aujourd'hui, ce que je pense être mon fonctionnement naturel n'est pas mon fonctionnement naturel finalement. Et c'est comme ça que je m'en suis rendu compte et que ça m'a mis la petite alerte. Et c'est là aussi où je suis très heureuse je suis très contente de m'être orientée vers la naturopathie, mais je suis très contente aussi de rester alerte et ouverte à d'autres types d'approches, parce que justement, je me suis dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas, et en naturopathie, on peut prôner certaines choses, notamment le jeûne, bien qu'en naturopathie, on dit aussi, attention, le jeûne ne correspond pas à tout le monde, etc. Mais je pense que c'est cette approche multifactorielle et multiculturelle qui m'a permis, moi, je pense, sur mon cas, de m'auto-observer plus facilement et de m'auto-alarmer pour mettre dans le droit chemin, disons. Donc voilà ce que je pense que voilà, je me permets d'exprimer cette expérience personnelle parce qu'à mon avis, ça peut faire écho chez d'autres femmes. Bien sûr. Et je ne peux que vous inciter à vous documenter sur différentes approches, voire même à consulter des praticiens en Ayurveda, en naturopathie, et de faire après votre propre mélange de choses qui vous semblent correctes. Mais moi-même, comme je l'ai dit, j'ai fait mon bilan ayurvédique et je suis, j'en suis ressortie très grandie, et pour autant, je continue à accompagner en naturopathie, mais teintée forcément de certaines autres choses. Donc voilà, c'est très, très riche. Bien sûr, c'est cette ouverture qui est riche. Oui, absolument. Être ouvert à différentes pratiques.
Tout à fait. On arrive à la fin de, cet épisode. J'aimerais te poser la question suivante. Si tu avais 3 conseils à donner à nos auditrices qui nous écoutent aujourd'hui en lien avec leur santé féminine, et notamment l'équilibre hormonal, que leur dirais-tu? Oh, tellement de choses. 3 conseils, ok. Alors, on va commencer par connaissez-vous. Faites en sorte de savoir quelle est votre constitution, comment vous fonctionnez, de quoi vous avez besoin, parce que sans ça, vous allez toujours tâtonner et essayer des choses qui ne vont pas forcément vous convenir. Donc, faites votre bilan avec un naturopathe ou un praticien en Ayurveda ou en médecine chinoise, peu importe, mais quelque chose qui vous permette d'avoir au moins une idée dans laquelle se diriger. Donc, est-ce que vous êtes plutôt du genre à avoir besoin, par exemple, de moins d'alimentation, plus de sport ou l'inverse? Première chose. Deuxième chose, une femme ne peut pas se permettre de réprimer ses émotions parce que c'est une part tellement grande de qui elle est qu'elle va se rendre malade. Et quand je dis ça, je dis pas ça au sens figuré, elle va se rendre malade. Je me rends compte de plus en plus dans mes consultations qu'un facteur de déséquilibre principal, c'est pas tant l'alimentation, le sport ou ce genre de choses-là, ou même des accidents. J'ai eu ce cas en consultation. Ce qui affecte le plus les femmes, c'est des accidents émotionnels, des traumatismes émotionnels, un état émotionnel constant, chronique, qui n'est pas soigné, qui n'est pas rééquilibré. Et ça se répercute notamment dans la sexualité des femmes. C'est encore un autre très vaste sujet dont on n'a pas le temps de parler, mais en réalité, si vous sentez que dans votre sexualité, dans vos menstruations, il y a des soucis, c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas été réglées. Et en effet, la période des règles, ça peut très bien être un bon indicateur de ce qui se passe en nous, en fonction de comment on se sent à ce moment-là. Est-ce qu'il y a de la colère qui remonte? Est-ce qu'il y a de la peur? Est-ce qu'il y a de la dépression? Tout ça, ça va nous indiquer beaucoup de choses. Donc, ce deuxième conseil. Et troisième conseil, danser. Danser. J'arrête pas de le dire en consultation. C'est quelque chose qui est tellement important pour se reconnecter à sa féminité. C'est gratuit, c'est simple. Ça peut nous pousser à aller vers certains blocages, certaines peurs qu'on peut avoir. Donc, commencez comme vous pouvez. Commencez seul, commencez très petit, très court, par exemple 3 minutes, mais faites-le vraiment. Ça peut être une pratique spirituelle que de danser tous les jours pour une femme et une pratique très rééquilibrante au niveau émotionnel et au niveau hormonal. Voilà, s'il n'y avait que 3 conseils à donner. Merci beaucoup, j'adore. Est-ce que tu as une routine aujourd'hui qui te permet de te sentir bien dans ton corps et dans ta tête, la routine actuelle, disons? Bien sûr. Alors, elle a un peu changé parce qu'actuellement, je suis à l'étranger. En direct du Mexique, mesdames et messieurs. Direct du Mexique. Donc, je fais aussi en fonction du climat. C'est-à-dire que, par exemple, la bianga à l'huile chaude sur tout le corps, ce n'est pas c'est hors de question. C'est pas quelque chose que je fais ici, que je fais par contre en France beaucoup. Mais ici, ça va consister beaucoup à... Le matin, j'aime bien lire dans mon lit avant de me lever. C'est quelque chose que je fais pas tout le temps parce que malheureusement, souvent, j'ai d'autres choses à faire et donc je vais me lever plus rapidement. Mais c'est quelque chose que je recommande beaucoup parce que ça laisse au corps le temps de se dire « Ah ok, elle est réveillée, on va se lever, etc. » Ça peut être la lecture, mais ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être méditer, chanter, dessiner, juste attendre dans le lit en faisant quelques mouvements, etc. Mais vraiment prendre le temps de se réveiller. Ensuite, les classiques, en Ayurveda, je me racle la langue, je me brosse les dents. J'aime beaucoup faire le bain de bouche à l'huile. Quand il fait moins chaud, là je le fais moins, mais sinon je fais le brossage de la peau, le brossage lymphatique qui m'aide bien en hiver à me réchauffer, à me réveiller, etc. Ici j'évite, il fait trop chaud. Voilà pour le matin. Je fais presque tous les matins un moment de respiration. Donc en général j'ai 10 minutes de pranayama. Je fais aussi des mantras quasiment tous les jours. C'est quelque chose que j'ai intégré et qui me convient parfaitement. Donc, c'est quelque chose que j'aime énormément faire. Pas très longtemps non plus, c'est en général 10 minutes maximum. Souvent, je fais quelques minutes de yoga pour m'échauffer ou une longue séance si je ne fais pas de sport après. Mais si je fais du sport, je fais 10-15 minutes de yoga et ensuite une séance de sport. Et en général, c'est de la musculation, du renforcement musculaire, etc. Et ensuite, après ça, la douche et puis travail. C'est la routine du matin.
Et puis après, dans le reste de la journée, ça va surtout consister à manger à des heures régulières. En ce moment, j'essaye vraiment d'ajouter la danse plus fréquemment dans mes journées. Donc, ça fait aussi partie de ma routine. Et le fait d'écrire dans le carnet dont j'ai parlé au début. Le fameux carnet. Voilà. Super, eh bien écoute, merci beaucoup, c'est très inspirant. Est-ce que tu aurais des ressources, des lectures, podcasts, vidéos, coup de cœur à nous conseiller, à moi et mes auditrices? J'en ai plein. Le souci, c'est que la majorité, c'est en anglais. Alors, je sais que ça peut être embêtant pour certains. Je vais dire ceux qui me viennent. Alors, en français, on a le podcast de l'Ayurveda qui est génial, qui est tenu par Nat et Lorraine. Ah oui. C'est un podcast français, donc, D'ailleurs, sur le thème de l'Ayurveda et des sciences védiques en général. Ouais, j'ai eu le plaisir d'inviter justement Lorraine sur mon podcast. Ça a été la première invitée du podcast qui avait Génial. gentiment accepté. Et donc, effectivement, c'était un super podcast sur l'Ayurveda. Et ben, super. Oui, ce podcast est vraiment chouette parce qu'il reprend pas mal d'aspects de l'Ayurveda, mais pas que. Il parle aussi de l'astrologie, du vastu, etc. Donc, c'est un podcast que je recommande beaucoup. J'essaie de réfléchir en français. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je ne suis pas beaucoup de comptes en français. Le souci, en anglais, il y a si vous vous intéressez au cycle féminin, il y a tous les travaux de Claudia Welch qui sont très, très intéressants. Elle n'a pas de chaîne YouTube, je crois, ou en tout cas très peu de choses, mais en tout cas, elle a des livres, elle a des formations en ligne, etc. Sinon, personnellement, j'aime beaucoup tout le contenu que fait mon professeur que je suis actuellement, qui est Robert Svoboda, qui est un Américain, qui est le premier Américain à s'être formé en Inde. Il a commencé quand il avait 20 ans et là, il a 70 ans, presque 70 ans. Donc, il a une expérience énorme dans toutes les sciences védiques. Et il a une approche très ancestrale et en même temps très ancrée dans comment l'appliquer au monde moderne. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup son contenu, mais c'est en anglais. Il a une chaîne YouTube, il a des cours en ligne, il a des livres sur l'Ayurveda qui ont par contre été traduits en français, notamment le livre Prakriti qui explique la constitution de naissance. Donc, c'est une très, très bonne référence. Et après, tous les livres de Vasant Lad sont des références aussi en Ayurveda si ça vous intéresse. Je réfléchis à d'autres choses. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de comptes que je suis qui pourraient être intéressants, mais là, ce serait vraiment les basiques en Ayurveda en tout cas. Ok. Je mettrai du coup tous les liens dans l'épisode, dans l'article lié à l'épisode pour que ce soit plus simple à retrouver. Ça va me permettre d'enrichir aussi ma petite liste de livres et de vidéos, etc. Donc, merci beaucoup. J'ai une toute dernière question pour toi, qui est la question signature du podcast. Ça veut dire quoi pour toi avoir une hygiène de vie plus équilibrée et plus sereine? À partir du moment où dans votre journée, vous vous sentez équilibrée et sereine, c'est que votre hygiène de vie y contribue. Je pars du principe qu'il n'y a rien de magique, il n'y a pas de protocole. L'Ayurveda propose une routine de vie, par exemple, ou une hygiène de vie. Mais je mets beaucoup l'accent en consultation à dire ce qui fonctionne pour vous et ce qui fonctionne pour vous. Ce n'est pas ce que je vais vous dire qui est important, c'est ce que vous pouvez en ressortir et ce qui va vraiment être ancré dans votre réalité. On a tendance à se mettre des montagnes, à faire certaines choses dans notre vie, à ajouter certaines choses, comme par exemple faire plus de yoga, manger mieux, etc. Mais en fait, ça n'a pas à être une montagne. Tout ce qui est le plus efficace en Ayurveda, c'est ce qui est fait au quotidien. Donc, c'est bien de faire des cures, de faire des stages, etc. Mais au final, ce qui compte vraiment, c'est ce que vous faites tous les jours. C'est pour ça que je ne fais que 10 minutes de respiration, que 10 minutes de mantra, etc. Parce que je sais très bien que si j'en fais plus, je ne vais pas le tenir. Donc, je n'ai aucun intérêt à faire ça parce que personnellement, je veux que ça me bénéficie et je sais à quel point ces pratiques me font du bien. Donc, je reste sur un format très court. Donc, restez là-dedans et surtout, ne rentrez pas dans une culpabilisation de « je devrais faire ci, ça, ça et ça ». Vous faites du mieux que vous pouvez au moment où vous le pouvez. Voilà. Super. Bah, écoute, merci beaucoup Manon d'avoir passé tout ce moment en ma compagnie, d'avoir pris le temps également de présenter ton approche ayurvédique et différents principes fondamentaux d'Ayurveda.
et pour tenter d'expliquer un peu les différents troubles du cycle. Et c'est vraiment très complémentaire à ce que moi, je peux aborder sur le podcast habituellement. Donc, merci pour ça et merci pour les auditrices qui vont pouvoir avoir ce contenu supplémentaire et complémentaire. Merci à toi pour ton invitation, ça me fait très très plaisir et c'est un sujet qui est vraiment très important et très intéressant. Alors pour les personnes qui ont été intéressées par ta voix, ton approche et peut-être les vidéos dont j'ai parlé, où est-ce qu'on pourrait te retrouver? Quels sont les différents liens vers lesquels on pourrait les rediriger? Alors partout, sur Instagram, c'est Manon Isoropia. Vous avez la même chose sur Facebook. YouTube, c'est Manon Moulaine, donc mon prénom et mon nom de famille. Mon site internet, c'est manonmoulaine.com, donc rien de plus compliqué. Et puis, par email, vous pourrez retrouver mon email sur mon site internet assez facilement. Et sous mes chaînes YouTube, je mets toujours de quoi me contacter. Donc, vous pourrez retrouver tout ça un peu partout. Ok, écoutez, là je commence à te voyer. Et en tout cas, merci. Je mettrai tous les liens également dans l'article et dans l'épisode, dans la description de l'épisode. Et écoute, sur ce, je te souhaite une très belle continuation au Mexique et pour tes prochains voyages. Et continue à bien prendre soin de toi et à nous faire de belles petites vidéos. Oui, merci à toi pour ton soutien et pour ton invitation. Très belle journée. À bientôt. Je te remercie de nous avoir écoutés jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère que mon échange avec Manon t'aura permis d'identifier certaines pistes, mais surtout aura pu t'éclairer sur certaines explications probables à ta situation si tu es sujette d'un déséquilibre hormonal, tel qu'une aménorrhée, un SOPK ou encore de l'endométriose. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à nous les poser à moi ou à Manon. Comme d'habitude, je remettrai toutes ces informations sur l'article lié à cet épisode, disponible sur mon site internet. Le lien est encore et toujours en description de cet épisode. Aussi, tu peux me retrouver en accompagnement individuel pour t'aider à améliorer ta santé féminine. Je propose des consultations aussi bien à distance, par visioconférence, mais aussi en cabinet, en région bretonne, en Côte d'Armor. Et enfin, retrouve mon programme pour t'aider à te libérer de la pilule contraceptive, plus généralement de la contraception hormonale, de manière sereine pour ton mental et pour ton corps, si tel est ton choix. Ce programme, c'est Ciao Pilule et je te remettrai tous les liens nécessaires en description de cet épisode. Si le sujet du jour t'a plu, je t'invite 1. à t'abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de ton choix pour être notifié de la sortie des prochains épisodes. 2. à rejoindre la communauté Hygiène de Vie en t'inscrivant à ma newsletter que tu trouveras sur mon site internet hygienedevie.fr. Et 3. à le partager à une amie via les SMS, le mail, WhatsApp ou encore juste grâce à ta voix, puis à faire une copie d'écran de l'épisode et à la mettre en story sur Instagram en me mentionnant @alexandra_portail_naturo et en mentionnant le compte de Manon @Manon Isoropia pour que nous puissions te repartager en retour. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi prochain dans un nouvel épisode. Ciao!